Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite les titres. Au Gabon, l'opposition partie prenante au dialogue politique de mai et juin dernier était ce lundi au cabinet du vice-président de la République. Au menu des discussions, le suivi et l'évaluation des actes du dialogue. Au Libéria, vous verrez que l'ex-star du football, George Weah, actuellement candidat à la présidence, veut incarner le changement dans son pays et espère remporter l'élection après un précédent échec en novembre 2005 avec 40,4% des voix face à Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante. Et nous irons au Japon où le Premier ministre japonais Shinzo Abe va dissoudre jeudi la chambre basse du Parlement et convoquer des élections anticipées afin d'obtenir la légitimité nécessaire pour faire face notamment à la crise nationale due selon lui au vieillissement de la population. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Et comme je vous le disais à l'instant, audience ce lundi à la vice-présidence de la République. Les membres de l'opposition ayant pris part au dialogue politique sans tabou de mai et juin 2017 ont été reçus ce lundi au cabinet du vice-président Pierre-Claver Maganga Moussavou. Les échanges ont porté sur le suivi de l'évaluation des actes du dialogue entamé fin mars. Les détails avec Alexandre Kogué. Conduit par Maître Séraphin Dao au cabinet du vice-président, l'opposition veut être partie prenante du comité de suivi des résolutions du dialogue politique d'Angondjé. Des résolutions qui doivent se transformer en texte de loi et un apport dans le suivi des partis de l'opposition qui se concrétisent aujourd'hui. Nous avons eu l'honneur ce matin d'être reçus par M. le vice-président Maganga Moussavou, qui est, je le rappelle également, coprésident du dialogue pour le compte de l'opposition. Et nous avons parlé ce matin du suivi, du comité de suivi qui a été mis en place. Il a bien voulu nous informer des démarches qui avaient été faites. Il avait reçu le mandat des membres de ce comité, plutôt de la coprésidence de l'opposition pour mettre en place ce comité de suivi. Donc il nous en a rendu compte. Nous avons fait également d'autres propositions. Voilà en gros. Donc la réunion portait essentiellement sur ça. Des élections présidentielles à 2 tours, la CENAP qui devient le centre gabonais des élections, en passant par la réduction du mandat des sénateurs, sont entre autres les résolutions issues des assises d'Angondjé entamées fin mars. Le comité de suivi, composé de la majorité et de l'opposition, est attendu pour mettre en application ces résolutions qui devront changer le paysage politique du Gabon. Aïk Ngouni, Alila Oyumi et son baptême de feu, le nouveau porte-parole de la présidence de la République, était face à la presse ce lundi matin pour rappeler à l'opinion les engagements du chef de l'État sur le réchauffement climatique après le sommet de la 72e Assemblée générale des Nations unies à New York, sans oublier ceux liés au bien-être de ses concitoyens. Le compte rendu de Ismaël Obianzé, Bertin Osaga. Le désormais porte-parole de la présidence gabonaise s'est plié à l'exercice qui consiste à échanger avec la presse sur les activités du chef de l'État. Au nombre des questions à lui poser, celle en effet relative à l'engagement d'Ali Bongo Ondimba dans la lutte contre le réchauffement climatique, un engagement de l'exécutif qui devrait être partagé par la communauté nationale dans l'intérêt justifié du développement durable et harmonieux de nos espaces de vie, martèle Aïk Ngouni Alila Oyumi. Il ne s'agit pas uniquement d'une responsabilité qui incombe au chef de l'État. Vous avez aussi une responsabilité dans la sensibilisation que vous pouvez faire sur ces questions-là. Il y a aussi les acteurs publics, mais il y a aussi les citoyens. Et comme l'actualité l'impose, le porte-parole de la présidence ne pouvait se déroger à la règle de restitution des faits et corné par la dictature de l'intox dans les réseaux sociaux. Pour clair que cela puisse paraître, l'axe Libreville-Paris se porte bien et l'échange de vues entre les deux dirigeants l'a davantage illustré lors du récent Global Business Forum de New York. Le président Macron et le chef de l'État partagent donc une ambition commune pour la lutte contre le changement climatique. C'est sur ces questions-là qu'on peut considérer très justement qu'il y a un certain nombre de convergences de vues. Les relations entre l'État français et l'État gabonais sont normale et très cordiale. Voilà qui, assurément, devra rompre avec
d'inutiles débats et autres supputations entretenues sur l'état des relations France-Gabon, de même que des discussions sont amorcées pour dissiper les malentendus nés de la résolution non contraignante des députés de l'Union européenne sur le Gabon. Il y a un certain nombre de problématiques qui ont été prises en compte, plusieurs centaines de résolutions qui vont être mises en œuvre très rapidement dans le cadre de ce dialogue politique. Il est dommage que cette résolution ne prenne pas suffisamment en compte ces avancées. Plus proche des préoccupations actuelles et d'autres existentielles de ses concitoyens, Akingoni Alilao Yomi rappelle la détermination du président de la République à veiller au bien-être de ses concitoyens par la matérialisation de la politique de l'égalité des chances pour tous. Une équipe d'experts de la Banque mondiale a entamé ce lundi à Libreville une formation à l'intention des gestionnaires des ressources humaines et différents ministères, formation qui vise à une gestion des emplois et des compétences des fonctionnaires gabonais. Uriel Abaga, Fred Dongo. Les gestionnaires des ressources humaines de tous les départements ministériels et les directeurs du ministère de la fonction publique sont à l'école depuis ce lundi. Des experts de la Banque mondiale leur offrent une assistance technique dont le but est de poser les bases de la transformation de l'administration publique gabonaise par le passage de la gestion administrative à la gestion professionnelle des ressources humaines. La Banque mondiale nous accompagne dans la mise en place. Il nous donne la méthodologie, notamment en ce qui concerne la définition des emplois, l'élaboration des fiches d'emploi, les descriptifs d'emploi. En un mot, en fait, toute la panoplie concernant la construction des emplois pour véritablement asseoir ces outils dans l'administration. Plus tôt, le ministre de la fonction publique a reçu les émissaires de la Banque mondiale en audience. En marge des travaux de cette mission d'assistance technique, Jean-Marie Ongadanga est revenu sur le bien fondé du gel des recrutements à la fonction publique. Plus de 10 000 agents, tous départements confondus, dont les dossiers sont en cours de traitement. Mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi on recrute, chers amis. Et pourquoi on recrute? Ce n'est pas la peine d'aller faire signer des attestations d'intégration, de recrutement. Le recrutement ne se matérialise que par un acte, l'acte d'intégration. Mais cet acte derrière, il est sous-tendu par une rémunération. Vous ne pouvez pas continuer à prendre des gens et à les garder dans vos départements ministériels, dans vos services et ne pas les payer. Et c'est ça la mauvaise image de l'administration, chers amis. C'est pourquoi le gouvernement, qui a été courageux, le Premier ministre a dit, en exécution, en me faisant exécuter la très haute instruction du chef de l'État, a dit à un moment donné, il faut stopper. Les travaux prennent fin ce vendredi. Les secrétaires généraux des ministères y prendront également part pour que tous les responsables d'administration maîtrisent les outils de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Présent à Libreville pour la commémoration du Djembé, cérémonie retraçant l'immigration des Benga au Gabon, les rois et des chefs coutumiers du Gabon, Cameroun, ont été reçus ce lundi par le directeur général du Centre international des civilisations bantou, Sisiba, professeur Antoine Manda-Tcheboa. Témoins de cette rencontre, Chimène Sandra Sengon et Hervé Aubian. Reçu par le professeur Antoine Manda-Tcheboa, directeur général du Centre international des civilisations bantou, les chefs et rois du Gabon et du Cameroun ont rappelé l'importance des chefferies traditionnelles en Afrique. Vous savez, la République existe. Nous avons le respect des institutions républicaines. Nous souhaitons, et ça c'est le travail que nous faisons, que ceux qui sont aux commandes des républiques réadmettent qu'il existe des royaumes, des chefferies si vous voulez. Et c'est en fait le travail que nous faisons. Si les royautés et les chefferies sont bien ancrées et développées dans plusieurs pays d'Afrique, de l'ouest, du centre, de l'est et d'Afrique australe, du Ghana, en Afrique du Sud en passant par le Nigeria, le Bénin, le Cameroun, le Rwanda, le Swaziland, entre autres, ce n'est pas le cas du Gabon qui a seulement récemment décidé de revaloriser les chefferies traditionnelles. Sa Majesté Tankomboué Marcel, chef des Benga, a émis le souhait de voir les chefs reprendre leur place d'antan. Il faudrait que nous rentrons dans le Gabon profond pour qu'on puisse un peu renaître encore ce qui disparaît actuellement. Parce que si nous ne le faisons pas, ça va disparaître. C'est pour vous dire qu'actuellement, c'est Libreville qui garde encore le stock. Des chefferies. Tout à fait. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a donné des instructions fermes au ministre de l'Intérieur pour réorganiser cela. Nous sommes en train.
Le professeur Antoine Monda-Tchebois, directeur général du CICIBA, a annoncé l'organisation d'un colloque sur la chefferie bantou et l'instauration d'une journée de la chefferie bantou dans le calendrier du CICIBA dès 2018. Et pour tourner la page Gabon, parlons de l'impact de l'arrêt des bus de la société gabonaise des transports Sogatra. Faute d'impayés, d'assurance, les bus et taxis compteurs de la société sont à l'arrêt. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les usagers, surtout en cette veille de rentrée scolaire. Le regard de PJ Opas, Fraise Ndongo, rendu par Lariska Lormamengi. Outre les 4 mois d'impayés de salaire, la société gabonaise de transport Sogatra est confrontée à un défaut d'assurance. Elle traîne une dette de 760 millions de francs CFA pour les assurances de son parc automobile. Seul un moratoire de 150 millions de francs CFA exigé par la maison d'assurance pourrait constituer un début de solution. Cette cagnotte permettrait d'assurer un service minimum, lequel ferait des recettes pour payer au moins des avances sur salaire aux agents. Une situation qui pénalise fortement les usagers. L'absence de Sogatra nous pénalise parce que, voyez vous-même, au lieu de 300, nous payons 500 ou 1000 francs en ce moment pour se rendre en Toum. Et avec la rentrée scolaire, ça va être un peu plus difficile. Je suis malade, j'étais à l'hôpital, il me reste 500. Maintenant, je suis là depuis 13 heures, je chôme. Les dirigeants de Sogatra n'ont qu'à réfléchir pour pouvoir un peu soulager la population. S'il y a une société qui est là pour la population, il faudrait que les gens comprennent que c'est pour la population. Les bus et les taxis compteurs sont en arrêt. Si certains agents, notamment les techniciens et les maintenanciers, sont en activité, les chauffeurs de bus attendent une solution pour que le transport urbain et interurbain reprenne. Ouvrons la page Afrique. Tout d'abord, le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi à l'Élysée pour la première fois depuis son élection son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. En témoigne ce compte rendu de Lariska Lormamengi, Loïs Obian. Emmanuel Macron s'est entretenu ce lundi avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra au palais de l'Élysée. Il a affirmé que la France allait continuer ses efforts pour aider à la réconciliation en Centrafrique, qui a besoin d'un État fort pour sortir de la crise. La situation sécuritaire reste très fragile dans le pays. Notre mobilisation collective continue d'être plus que jamais nécessaire pour garantir une sortie de crise durable pour la Centrafrique. Et je sais que c'est dans cet esprit que travaille le président, nous l'avons constaté cet après-midi ensemble. Faustin Archange Touadéra a exprimé sa reconnaissance pour le soutien de la France, qui a été le premier pays à dépêcher sur place une opération Sangaris pour établir l'ordre. Sans cette intervention de la France, la situation aurait pu dégénérer en une tragédie irréparable en termes de morts, encore plus important des populations civiles, toutes tendances confondues. Pour cela, j'ai dit au nom du peuple centrafricain, merci, et exprimé ma reconnaissance et la reconnaissance du peuple centrafricain à la France. Devant l'ONU, la semaine dernière, le président centrafricain avait appelé la communauté internationale à renforcer les capacités de la mission de l'ONU, la MINUSCA, déployée depuis 2014 et forte de quelques 12 000 hommes. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le décret migratoire américain, a été retiré de la liste ce dimanche par l'administration Trump. Par contre, la Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad ont intégré la liste des pays visés par ce même décret. Retrouvons Lariska Lormamengi et Loïs Obian. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs, et un manque de coopération avec Washington a été retiré de la liste. Le nouveau texte limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers de 8 pays au total, avec l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen. Je suis sûr que cette décision est dans l'intérêt du Soudan. Je pense qu'elle sera suivie par d'autres décisions positives en ce qui concerne le Soudan. Je crois que le Soudan a pris de bonnes et sérieuses mesures en normalisant les relations avec les États-Unis et la communauté internationale. Donc la nouvelle mesure de Donald Trump est positive, car le peuple soudanais a beaucoup souffert auparavant à cause des sanctions unilatérales qui étaient imposées contre lui. Le président américain Donald Trump sur Twitter a affirmé que rendre l'Amérique sûre est sa priorité.
Nous n'accepterons pas dans notre pays ce que nous ne pouvons pas bien contrôler. Selon le décret présidentiel, un petit nombre de pays sur les quelques 200 évalués reste insatisfaisant à cette heure sur les questions de gestion des identités et du partage des informations. Dans certains cas, ces pays ont aussi une présence terroriste significative sur leur territoire. Je vous l'annonçais à l'entame, au Libéria, l'ex-star du foot, George Weah, sénateur de Monrovia depuis 2014 et candidat à la présidence du Libéria, a plaidé ce lundi pour un changement dans son pays où il espère remporter l'élection après un échec en novembre 2005 avec 40,4% des voix, dis-je bien, face à Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante, qui ne peut briguer un autre mandat. Le récit de Gaël Mapessi. L'ancienne gloire du football avait été battue en 2005, puis de nouveau en 2011 comme candidat à la vice-présidence. À 51 ans, c'est un homme expérimenté que George Weah va aborder la prochaine présidentielle au Libéria. Cette fois, je crois que j'ai gagné en expérience. J'ai maintenu mon parti politique fort et dynamique pendant 12 ans maintenant. J'ai convaincu de nombreux habitants du Libéria de croire que le changement vers l'espoir est nécessaire pour notre pays, pour aller de l'avant, pour notre peuple. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui au monde entier, à ceux qui sont responsables du processus démocratique, nous demandons des élections libres, justes et transparentes. Et pour arriver à changer le visage de son pays, Weah va s'attacher les services de l'ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Un choix qui lui a valu certaines critiques. Notre agenda n'est pas l'agenda de Charles Taylor, ce n'est pas un agenda du MPP, ce n'est pas l'agenda du LPDP, c'est l'agenda du Congrès pour le changement démocratique qu'ils ont adopté. Ils sont venus vers nous pour une coalition et je pense que les gens doivent lui laisser une chance de faire ses preuves. Nous demandons des élections libres, équitables et transparentes, a-t-il insisté, déplorant des fraudes lors des précédents scrutins. Fermons la page Afrique au Zimbabwe. Au lendemain de son arrestation en plein service religieux, le pasteur zimbabwéen Evan Mawarire, l'un des leaders de la contestation anti-Mugabe, a comparu ce lundi devant un tribunal d'Harare. Larissa Lormamengi nous en dit plus. Le pasteur Mawarire, qui a déjà été interpellé à plusieurs reprises, avait informé sa congrégation de son arrestation imminente dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Sur la vidéo, il est d'ailleurs montré en train d'embarquer dans une voiture de police. Son avocat, Harrison Como, a confirmé l'arrestation en disant qu'il avait été accusé de subversion contre un gouvernement constitutionnel. Il est retenu au commissariat central de Harare et nous nous préparons pour une audience au tribunal, a ajouté l'avocat. Dans la vidéo, le pasteur Mawarire a interrompu le service religieux pour informer les fidèles de la présence de la police. On vient de me dire que la police est à l'extérieur et est en train de m'attendre. Samedi, le pasteur avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant de longues files d'attente devant des stations-service en raison de la pénurie de carburant au Zimbabwe qui souffre d'un manque de devises. Place à vos actualités hors du continent. Tout d'abord en Allemagne, sitôt sortie des élections législatives, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré vouloir entamer un dialogue avec les différents partis politiques, y compris le SPD, en vue d'ouvrir d'éventuelles négociations de coalition. Dimanche soir, le candidat de tête de liste du SPD, Martin Schulz, avait déclaré ne pas souhaiter reprendre une coalition avec le CDU. Larissa Lormamengi. Les libéraux allemands font leur retour à la Chambre des députés et sont incontournables pour qu'Angela Merkel puisse former un gouvernement. Mais leur position pourrait bien compliquer la tâche de la chancelière et de l'Europe. Angela Merkel va devoir notamment trouver des compromis sur des sujets aussi compliqués que les centrales au charbon et l'avenir du diesel. Nous allons chercher le dialogue avec les libéraux, avec les Verts, mais aussi avec le SPD. Il est important que l'Allemagne obtienne un gouvernement stable. Je note ce qu'a déclaré le SPD hier, mais malgré tout, il faut rester en contact. Mais l'une des premières victimes de jeunes chefs de FDP, Christian Lindner, pourrait bien être le projet de réforme de la zone euro du président français Emmanuel Macron.
Toujours en Allemagne, et selon les mots d'Angela Merkel, le parti de droite nationaliste AfD a enregistré dimanche une percée historique pour un tel mouvement aux élections allemandes, brisant un tabou dans le pays qui se retrouve face à un nouveau défi. Dorothée Nyama. Les élections générales allemandes ont livré leur verdict dimanche. Il y a les grands perdants d'un côté comme le SPD et des heureux de l'autre côté comme le parti de droite nationaliste AfD. Porté sur les fonds baptismaux il y a seulement 4 ans, ce mouvement anti-islam et anti-migrant a recueilli 13,1% à 13,2% des voix et peut espérer près de 90 députés selon des estimations, ce qui en fait la troisième force au Parlement, une percée historique pour ce parti. Nous allons faire la chasse à Mme Merkel et nous allons récupérer notre pays et notre peuple. Nous allons balayer le nouveau gouvernement. Vous pouvez compter là-dessus. Dans les régions plus défavorisées d'ex-RDA, à l'Est, où vivent peu d'étrangers, l'AfD a même obtenu 21,5% des voix, devenant la deuxième force politique derrière les conservateurs de la CDU. L'Allemagne, en raison de son passé nazi, demeura longtemps l'un des rares pays européens à ne pas connaître de poussée de grande ampleur des mouvements identitaires et anti-migrants, une évolution que connaissent depuis longtemps ses voisins français, néerlandais et autrichiens. La chancelière a, elle, reconnu que le score de l'AfD constituait un nouveau grand défi. Direction la Russie où le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé dans un entretien à la chaîne russe NTV, diffusé dimanche, que les États-Unis ne procéderaient pas à des frappes contre la Corée du Nord car ils savent avec certitude que Pyongyang dispose de bombes nucléaires. Retrouvons Dorothée Nyama. Dans le conflit qui oppose les États-Unis à la Corée du Nord, et alors que les menaces verbales fusent de part et d'autre, la Russie pense que Washington ne mènera pas de frappe contre Pyongyang. C'est ce qu'a laissé entendre dimanche Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les Américains ne procéderont pas à des frappes contre la Corée du Nord, car ils sont certains qu'elle dispose de bombes nucléaires. Je ne suis pas en train de défendre la Corée du Nord. Je dis juste que presque tout le monde est d'accord avec cette analyse. Kim Jong-un a qualifié Donald Trump d'homme mentalement dérangé qui paiera cher pour ses menaces contre la Corée du Nord, quelques heures après l'annonce par Washington d'un renforcement des sanctions contre Pyongyang. Donald Trump l'avait qualifié à la tribune des Nations Unies d'homme fusée et avait menacé la Corée du Nord de destruction totale. Lavrov a souligné que la crise actuelle pouvait être résolue à travers une approche plus souple, seulement avec des caresses, des suggestions et de la persuasion comme moyen de mettre fin aux menaces de Pyongyang. Et puis, cap sur le Japon, et comme je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé ce lundi la tenue prochaine d'élections législatives anticipées pour tenter de prolonger son mandat au moment où s'exacerbent les tensions avec la Corée du Nord. Le récit de Marina Boissa. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, devrait annoncer lundi sa décision de dissoudre la Chambre basse du Parlement pour provoquer des élections législatives anticipées dans le but de faire approuver ses orientations politiques. Il a probablement décidé de dissoudre la Chambre basse avant la session parlementaire et d'appeler à des élections anticipées afin qu'il puisse assurer une administration stable au cours des 4 prochaines années. Shinzo Abe, Premier ministre japonais, a annoncé ce lundi la tenue prochaine des législatives anticipées au Japon. Cette décision intervient essentiellement sur le volet économique. Le Premier ministre propose un important plan de relance de 2 000 milliards de yens, soit plus de 9 839 milliards de francs CFA d'ici à la fin de l'année. La gratuité d'une partie de la scolarité et de dispositions financières, quitte à reporter l'assainissement des finances publiques. Les élections qui sont au cœur de la démocratie ne devraient pas être influencées par les menaces de la Corée du Nord. En organisant des élections, je veux demander un mandat public concernant la prise en charge par le gouvernement des problèmes nord-coréens. Je souhaite recevoir le soutien des gens. Je prévois de compiler un nouveau plan économique d'ici la fin de l'année. Shinzo Abe entend dissoudre la Chambre basse du Parlement le 28 septembre prochain, une disposition qui entraîne automatiquement un scrutin général dans les 40 jours. La dissolution sera prononcée le jour de l'ouverture d'une session
parlementaire extraordinaire et le scrutin devrait avoir lieu le 22 octobre. Et face au conflit qui oppose Tokyo et Pyongyang, le Premier ministre japonais estime qu'il faut employer tous les moyens pour élever au maximum la pression sur la Corée du Nord. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, l'opposition partie prenante au dialogue politique de mai et juin dernier était ce lundi au cabinet du vice-président de la République. Au menu des discussions, le suivi et l'évaluation à date du dialogue. Nous étions au Libéria où l'ex-star du football, George Weah, actuellement candidat à la présidence, veut incarner le changement dans son pays et espère remporter l'élection après un précédent échec en novembre 2005 avec 40,4% des voix face à Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante. Et vous l'avez vu à l'instant au Japon, le Premier ministre japonais Shinzo Abe va dissoudre jeudi la chambre basse du Parlement et convoquer des élections anticipées afin d'obtenir la légitimité nécessaire pour faire face notamment à la crise nationale due, selon lui, au vieillissement de la population. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.